tout au long de cet après-midi, eh bien, on vous fait vivre ce Vendée Globe à la découverte des personnes qui font le Vendée Globe, aussi bien côté organisation que sur les bateaux. Et on revient en direct, toujours avec Thierry et de nouveaux invités sur le studio de Radio Collège au cœur du village du Vendée Globe. Thierry. Ouais, bah là on est super fiers parce que là on a donc deux invités, un que vous connaissez bien mais qu'on est content de revoir, c'est Richard Mérigeau. Bonjour Richard. Bonjour. Bon Richard, voilà, tu as la veste noire de Sea Shepherd et donc tu reviens d'expédition. On t'accueillera pour une émission spéciale où tu nous raconteras un petit peu ce qui s'est passé. Là on va plutôt parler course au large avec toi. Et donc à tes côtés, nous avons Alexandro Di Benedetto. Bonjour. Bonjour. Et là, Alexandro, alors je t'ai pas vu sur la liste cette année des partants. Non, je ne suis pas. Tu le confirmes? J'ai essayé. On a bien regardé. La liste est bien imprimée. Donc, mais par contre, tu as terminé le Vendée Globe de l'édition précédente. Bien sûr, avec Team Plastic. Donc c'était fantastique. On a fait 11e sur 20 au départ et d'avoir terminé en tout cas au premier coup un Vendée Globe, c'était incroyable, c'était vraiment une très belle expérience. Une belle expérience humaine. Combien de coureurs ont terminé le Vendée Globe depuis qu'il est créé? Que je sache, oui, dans le panthéon, on va dire, du Vendée Globe, c'est marqué 71 skippers ont terminé, mais il y en a qui l'ont fait plusieurs fois, comme Michel Desjoyaux, Arnaud Boissière et des autres classés. Et Vincent Rioux aussi, et donc je crois il y en a 57 environ. D'accord, une petite. Donc tu es dans cette bien poignée. sûr, on avait ça, avec aussi un joli temps pour ce bateau. Ce bateau, c'était un bateau mythique, je peux dire, un bateau qui a terminé classé son 4e Vendée Globe avec moi à bord, sous le nom de couleur de Team Plastic. Avant, c'était en 2000 Sodebo, c'est l'ancien Sodebo de Thomas Coville. Après, en 2004, avec un très joli temps, c'était VMI, Sébastien Josse, et après Akena Véranda, Arnaud Boissière, 105 jours, et après Team Plastic avec moi, 104 jours et des poussières. Donc on avait fait quand même aussi un joli temps, et on aurait pu gagner, même si c'est difficile de faire un rapport, un parallèle avec des éditions précédentes. On aurait pu faire le premier aux 3 premières éditions avec ce bateau, même s'il est de 98. Je crois 5e, 7e des autres éditions, et on est à moitié de la liste en temps sur toute édition confondue. Ouais. Parce que pour avoir suivi toute ta carrière, parce qu'elle a commencé en mini, enfin où tu as eu un peu de mini, elle a commencé en Obicat, un optimiste. Alors voilà, donc tu avec ton père, c'est ça, tu traversais, tu faisais des records de l'Atlantique et du Pacifique. Voilà, en Obicat. Alors déjà, on pourrait en parler 3 heures, mais déjà, j'ai les yeux qui sortent des orbites là, c'est quand même incroyable. Mais moi, je suis géologue de formation, mais je navigue depuis l'âge de 6 ans, et c'est vrai qu'en 92, pour raconter une petite histoire, on a décidé, on voulait faire quelque chose aussi pour le monde, pour la planète, et peut-être un peu aussi, comme peut-être Sea Shepherd. Donc le bateau s'appelait, et c'était un message aussi pour l'environnement, pour la démocratie dans le monde, pour le respect de la démocratie et des religions, et c'était les États-Unis du monde, le nom de l'Obicat, du catamaran de sport, United States of the World. Et nous sommes partis de Sicile en amenant ce message de paix, ce message pour l'environnement, et nous sommes arrivés jusqu'à Martinique, et en passant par les Pirates d'Oran, on a reçu quand même, on a été accueillis à l'exposition universelle de Séville, on a mérité la place d'honneur à l'expo de Séville en 92. Après on est passé dans les restes de l'ouragan Bonny, Canaries, Cap-Vert, et 16 jours de navigation Fort-de-France à Martinique. Alors ça, c'était le début de tes exploits, parce que après il y a eu d'autres records, d'autres tours du monde. Après, c'était 2001 Italie-Canaries, un catamaran de sport, toujours au Bicat, pour me préparer à faire la traversée, couper la ligne d'arrivée de la route du Rhum, et dans une catégorie à part. Donc c'était pour un record du monde, une première mondiale. J'étais le premier à compléter une traversée atlantique en catamaran
de sport. Et j'ai dû, pour être homologué par la Fédération internationale de voile, j'ai dû couper la ligne d'arrivée de la route du Rhum. Donc ça, c'était 2002. Et après, j'ai attaqué notre record. Donc c'était le World Sailing Speed Record Council, autorisé par la fédération, par l'ISAF, International Sailing Federation, la Fédération internationale de voile. Et j'ai attaqué le Pacifique Nord, Yokohama, San Francisco, catamaran de sport de moins de 6 mètres, 5,95 m, en solitaire, sans escale, sans assistance. J'ai mis 62 jours et là j'ai connu l'équipage de Geronimo, Olivier de Kersaison, bateau qui est devenu d'ailleurs après Sodebo, l'actuel Sodebo. Eux, ils étaient plus de 30 mètres de bateau en équipage. Ils ont battu le record de vitesse en le baissant en moins de 14 jours. Moi, j'ai fait une première mondiale, un record du monde en 62 jours de navigation non-stop. Ouais. Incroyable. Et puis après, tout ça t'amène au Mini. Au Mini. Voilà, de l'autre invité d'aujourd'hui. Et voilà, même si j'ai jamais fait de régate à Mini, mais je me suis dit, l'idée est venue de ça. Même si je suis géologue de formation, je répète, je navigue depuis petit. Et je voulais, un peu, mes messages, c'était aussi démontrer que avec la passion, avec le rêve, la persévérance et tout ça, on peut réaliser ce qu'on veut. Et c'est pas vraiment une question d'argent. Les moyens qu'on a à disposition, c'est moins que la moitié parfois d'une voiture d'occasion. On peut traverser un océan. C'était pas pour dire aux gens qu'ils doivent le faire, mais c'était pour démontrer qu'on peut rêver avec rien et faire des choses concrètes. Et ça va dans le travail. Ça peut aller comme maintenant pour que j'aide le Téléthon gracieusement. Je donne aussi le nom, partager le nom dans la route du Rhum après avec mon sponsor du Vendée Globe. In plastique. Et bon, et tout ça, ça fait que ça m'a mené, j'étais au milieu du Pacifique Nord et en haut des Midway. Et je me suis dit, si j'arrive à San Francisco cette fois, donc ce n'est pas un hasard, hein, bon, il faut toujours de la chance à chaque projet. Et donc ça veut dire que j'ai quand même bien préparé le projet, bien managé le tout, et donc je vais attaquer quelque chose d'intéressant, mon premier tour du monde, sur un bateau, cette fois avec une petite cabine, mais c'est du fait que j'aimais une petite cabine, je veux faire le tour du monde. Voilà. Et en préparant ça, donc j'ai choisi un vieux bateau, un bateau qui était dans une sorte de cimetière à bateau à Hennebon, le 165, et il s'appelait à l'époque Hakuna Matata. Et voilà, je l'ai récupéré et j'ai transformé, je l'ai coupé, il était tout cassé, j'ai refait tous les cloisons, je l'ai modifié. C'est resté un 650 et j'ai fait le tour du monde. Ouais. Alors, on va parler parce que bon, ton bateau, quand on vient du ponton là-bas de Port-Olona, il est à la capitainerie, donc on passe dessus et on se dit, voilà, moi je me souviens de juste ton arrivée au Grand Pavois où tu venais de boucler ça. Il y a quoi, 4 ans, 5 ans maintenant. Et il y a 6 ans. 6 ans. C'était 22 juillet, c'était le 22 juillet de 2010. Ouais. Ah. Et donc tu avais fait un tour du monde sans escale en Mini sur ce bateau. Sur le parcours du Vendée Globe. Sur le parcours du Vendée Globe. Avec les mêmes règles. En du combien? Alors rappel. 268 jours, donc ça veut dire environ 9 mois, plus ou moins un peu moins de 9 mois. Ouais. Mais un totale autonomie, sans moteur à bord, sans hydrocarbures, sans générateur à bord et sans moteur du tout, sans diesel. Ouais. Voilà. Donc là, j'avais des énergies renouvelables, soleil, Richard, toi qui as fait beaucoup de Mini, qui a été président de cette classe, était-ce concevable qu'un jour un grand aventurier fasse le Vendée Globe en Mini, enfin on va dire. Non, mais là, on a un aventurier qui est arrivé à la course au large en ayant fait le Vendée Globe. Moi, je dis chapeau, je connais assez bien ces bateaux. Je connais très bien son bateau puisqu'il courait contre moi en 97, Hakuna Matata. Et quand on m'a dit il y en a un qui l'a réussi, je dis chapeau. Et quand tu vois son passé d'avant, c'était pas du n'importe quoi et c'était bien préparé. Donc là, on ne peut dire que bravo. Quoi. Et pas n'importe qui. Donc, et tout ça t'amène, je veux dire, ça a l'air comme ça incroyable, mais bon, tout ça t'amène au départ de la dernière édition du Vendée Globe, donc 104 jours. Quand tu te refais le film de ce Vendée Globe, j'imagine que tu as pensé souvent. C'était déjà il y avait plusieurs courses dans la course. Enfin, c'est vrai que c'était une édition un peu particulière. Il y avait des fusées qui sont parties vite. Et puis après, il y avait les bateaux plus anciens là, qui luttaient même pas ensemble, puisque grosso modo, il y a eu beaucoup d'écarts. Enfin, la flotte était très très espacée. Voilà. Quand tu te refais le film, qu'est-ce qui te revient ou qu'est-ce que tu aurais changé dans
dans l'histoire. Mais là, c'était le Vendée Globe. Je pense à la magie du Vendée Globe reliée aussi beaucoup au public. Et après, il y a des sponsors parce que sinon, sans financement, on ne peut même pas se permettre un bateau d'occasion de vieille génération. Donc pour moi, c'était une histoire incroyable qui m'a laissé beaucoup. Et moi, je ne le cache pas. Je pense qu'il y a eu, avoir préparé donc pendant 1 an et demi le Vendée Globe et après l'avoir vécu un peu plus de 3 mois, c'est un peu comme un bagage même culturel, je peux dire, de rencontres, hein, parce qu'on rencontre des millions de gens ici, parce que moi je faisais partie des peu de skippers qui étaient restés pour remercier et pour honorer la présence du public et au Sable d'Olonne à l'époque. Et ces rencontres, je les vois tous les jours, les gens qui me saluent, qui se souviennent, et voilà, tu sors de la gare Montparnasse, les gens ils t'embrassent, tu montes sur un avion, le pilote t'invite dans le cockpit, voilà, il y a des choses comme ça qui sont incroyables. Et ça c'est le Vendée Globe, ça c'est la magie du Vendée Globe, et c'est une aventure formidable, et non seulement en course, parce que c'était une course, il faut prendre du plaisir. Les gens me disaient mais pourquoi tu souris tout le temps? Mais je souris tout le temps parce que même si tu te casses une côte et tu sais que tu vas revenir, bah, il faut pas se plaindre, parce qu'on sait qu'on part vers l'aventure, on part dans le froid, on part en course, on peut pas se reposer, etc. Même sur un vieux bateau. Et donc il faut pas se plaindre parce qu'on a, on est vraiment la chance, on a la chance de pouvoir le faire, de voir avec nos yeux et des choses qu'on voit normalement dans les documentaires et que la plupart des gens de la planète ils vont jamais voir en direct. On voit des albatros, des oiseaux qui font 3,40 m d'envergure parfois. On rencontre des cachalots, on les croise, on sent l'odeur du souffle des baleines. On voit des animaux derrière avec des moustaches et des grands yeux, c'est des otaries au sud de la Nouvelle-Zélande. Et on voit parfois 15 mètres de baleines à côté de noirs, avec le souffle à côté, et donc dans les océans. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Moi j'ai croisé des orques, et des orques, même c'était pas dans le Vendée Globe, mais c'était j'ai les croisé de loin dans le Vendée Globe, mais après c'était dans le Pacifique Nord, un catamaran de sport qui te barre la route et qui se font filmer. Donc tout ça, ça fait partie du Vendée Globe. Et c'est vrai quand on voit un départ où il y a plus de 300 000 personnes, c'est vrai, les gens sont là, c'est mouvant, mais les gens sont là pour tout le monde. Les retours, bon après vous passez Cape Horn, etc., ça c'est un gros moment encore. Un bagage énorme dans lequel je pioche tous les jours, hein, de richesse énorme. Et après, il y a cette arrivée qui est magnifique. Et les gens sont là pour toi, pour ton bateau, pour tous les bateaux. sponsor, en fait. et ça fait pleurer, c'est émouvant. Et après, nous, ils nous ont amené un rockstar en main de foule, ici, à quelques dizaines de mètres d'ici. C'est fantastique. Alors tout ça, tu le racontes dans un livre. Je vais te faire, ça va être la période promo. Tu viens ici parce que tu as raconté ton dernier Vendée Globe dans un bouquin. Alors voilà, parle-nous de ce bouquin. C'est quoi le titre? On le trouve le bouquin, c'est mon 6e livre dont je suis l'éditeur. C'est la 2e fois que voilà, j'ai fait l'éditeur d'un livre. Le premier c'était Autour du monde sur un voilier de 6,50 m. Et là c'est mon aventure sur l'Everest de la voile, le Vendée Globe, Alessandro Di Benedetto. Et donc il y a une belle image de Team Plastique, de ce beau bateau. Et j'ai voulu raconter, c'était aussi pour remercier le public. C'était un tirage, un format à l'italienne, hein. Excusez-moi, mais j'ai la double nationalité, donc je suis franco-italien. Format A4 à l'horizontale, papier haut de qualité, quelque chose que je voulais dans un monde très numérique, et voilà, avoir quelque chose qu'on garde. Je l'ai fait avec un éditeur, un imprimeur qui est engagé dans l'environnement, donc c'est issu des papiers, issu des arbres, des forêts contrôlées, tout ça. Mais je voulais faire quelque chose de haute qualité, que ça se garde, toutes les pages sont en couleur, il y a 160 pages, plus de 200 photos, etc. Et dedans, il y a toute l'histoire qui est non seulement une histoire de course, mais c'est une histoire, quand j'ai fait mes beignets, la vie à bord, faire les salades, être sur le pouf quand il n'y a plus rien à faire à l'équateur, qu'il faut prendre du soleil. Et ça aussi, c'est le Vendée Globe. Et se rapprocher du rocher, de passer au milieu des icebergs sans les voir parce qu'il y a du brouillard. Et vous les voyez sur le radar. Donc d'un côté, vous avez bâbord, vous avez à votre gauche les îles Diego Ramirez. Et donc vous avez ce pointillé noir permanent sur le radar. Et vous cherchez, vous savez que la direction de course vous dit il y a des icebergs échoués là, qui se désintègrent. Il ne faut pas passer là. Et donc non, mais vous devez passer là. Vous êtes autorisé à passer, hein, et après vous les voyez au radar. Et ils sont à 1 kilomètre, à moins d'1 kilomètre, et vous les voyez pas avec des vises, donc vous ne voyez pas avec vos yeux, mais vous voyez sur le radar. Et ça c'est impressionnant, c'est magique. C'est magnifique. Bon, et comment on se procure ton livre alors?
as des séances de Le dédicaces. livre, j'en ai déjà fait sur quelques stands. Et il y en a à la parenthèse au Sable d'Olonne. Vous pouvez en trouver chez Océanosport. Et il y a aussi à Super U, bientôt à l'Éclair, à l'espace culturel. Et il y en a aussi chez Jean-Louis Chavantré, l'élévateur à bateau, qui est un sympa gardien de mon Mini 650. Bah, écoute Alexandre, un grand merci de nous avoir fait rêver, partager cette passion. Tu envisagerais de repartir pour un Vendée Globe ou tu vas passer sur d'autres projets? Mais oui, là, j'aimerais bien, oui, pourquoi pas, l'édition 2020, voir sur un nouveau bateau, un beau bateau. Il faut attendre quand même le retour dans la fin de cette édition, parce qu'en tout cas, c'est l'Assemblée Générale IMOCA qui va décider les nouvelles règles, donc pour comprendre à quoi vont ressembler les bateaux du futur du Vendée Globe. Donc je suis très intéressé, je vais suivre de près tout ça, ça m'intéresse. Mais là, je vais lancer un projet pour participer déjà à la Route du Rhum 2018, et avec ou un IMOCA ou un 60 pieds, ou bien avec un multicoque. Là, je dois encore décider, mais j'ai envie d'être sur la Route du Rhum 2018. Bah, écoute, donc tu reviendras à Radio Collège. Merci beaucoup encore. Tout ça. Merci Alexandre. Merci aussi à Schiffer le travail qu'ils font. Tu connais bien oui, Schiffer, je connais. en fait, j'étais sur le bateau et il y a 4 ans, bateau transformé, 60 pieds du Vendée Globe. Et j'étais invité à l'époque, son commandant, mais suite parce que je connaissais Jacques Archambault, qui était le commandant du port, on va dire, directeur du port Olona pendant des années, 30 ans, je crois. Et donc il m'a dit, mais tu sais, il y a Schiffer, c'est un bateau, il m'a raconté l'histoire. Il a dit, bon, ok. Donc là, j'étais à bord. C'est vrai, j'avais pas remarqué, j'avais pas fait gaffe. Et après, on retrouve les lignes de 60 pieds, d'un ancien 60 pieds. Et je suis content que des 60 pieds après évoluent dans cette direction pour une bonne cause. Et ben, en tout cas, ce bateau Columbus, il est revenu pour le départ. Donc il est là jusqu'au départ. Je l'ai vu, il est à Port-Olona. Donc n'hésite pas à demander à Jean-Yves Sterlin, qui a fait quand même le premier Vendée Globe avec la coque, on va dire. Rends-lui visite, ça lui fera très, très plaisir, je pense. Merci à vous encore. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Eh ben,